bienvenue à toutes et à tous. Vraiment ravi de vous retrouver pour ce quatrième webinar. Je rappelle pour les nouveaux arrivants que nous avons commencé ce cycle en fait par l'étude du projet stratégique de façon à démontrer l'importance et qu'il y a à montrer la corrélation entre une demande de financement et le projet stratégique à moyen terme de l'entreprise. Donc là, nous attaquons le volet financier aujourd'hui, non sans rappeler évidemment le contexte un petit peu particulier dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire celui d'une crise sans précédent. Certains au début l'avaient comparé à la crise de 2008, je vous rassure, ça n'a rien à voir. Entre parenthèses, la crise de 2008 était une crise financière, une crise bancaire mondiale, qui a induit une crise économique. On est précisément dans la situation inverse aujourd'hui, puisque cette crise économique naît d'une pandémie et d'une crise sanitaire qui va, à coup sûr maintenant, on le sait, générer une crise financière mondiale dont les effets se sentiront à long terme. Donc aujourd'hui, on va d'abord rappeler ce contexte très particulier dans lequel effectivement la planète se voit frapper par un météorite, puisque plus de la moitié de l'humanité est confinée à l'heure où je vous parle, l'économie est quasiment arrêtée. Que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays, je dirais, du sud-est asiatique et du continent africain, avec une certaine angoisse de la part de certaines entreprises, et notamment américaines aujourd'hui, qui relèvent du secteur et de la filière pétrolière, puisqu'on s'attend à une cascade de faillites de ces sociétés, pouvant entraîner avec elles, effectivement, un certain nombre de banques qui vont être extrêmement fragilisés. Donc, je ne vais pas faire de spéculation sur les effets à moyen et long terme de la crise, ce n'est pas notre propos. C'est surtout, mon propos, ça va être de voir comment vous donner quelques conseils en matière de demande de financement auprès des partenaires financiers. Comment s'y prendre, et on va le voir donc dans cette heure qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je ne reviens pas sur le confinement. Juste rappeler quand même que l'État français, comme la plupart des gouvernements et des exécutifs nationaux, ont pris des mesures d'urgence de façon à ne pas voir le naufrage des entreprises. Ces mesures d'urgence, vous les connaissez toutes et tous. Concernant la France, c'est un prêt de trésorerie à taux d'intérêt très bas, quasiment zéro, garanti à 90% par l'État et 10% par les banques, jusqu'à concurrence de 25% du chiffre d'affaires. Je m'arrête un petit peu pour clarifier ce point-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des entreprises que je côtoie quasi quotidien. L'État, à grand renfort de communication, a dit qu'il mettait 300 milliards d'euros sur la table. Bon, en fait, une petite précision, c'est 300 milliards d'euros de garantie, évidemment. L'État n'a pas 300 milliards d'euros sous la main, il n'y en a même pas le dixième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui vont souscrire à ce prêt vont pouvoir le faire en cumulé jusqu'à hauteur de 300 milliards. Et ce sont les banques qui sont chargées, donc les banques privées, qui sont chargées de mettre en place ces prêts de BFR, ces prêts de trésorerie. Les 300 milliards, en fait, ils sont virtuels. Si je prends un taux de casse habituel, même un petit peu fort au niveau des banques, le taux de ce qu'on appelle de sinistralité va se situer entre 4,5 et 5%. Imaginons que sur les 300 milliards d'enveloppe, 100 milliards simplement, ce qui est déjà énorme, soient mobilisés par les entreprises. Et que sur ces 100 milliards de prêts, eh bien, il y ait un niveau de casse qui double, c'est-à-dire qui monte à 10% de ces entreprises. Donc 10% des entreprises emprunteuses seraient défaillantes dans les mois et les années à venir, qui les empêcheraient de rembourser ce prêt. Eh bien, à ce moment-là, comment ça se passerait? L'État serait appelé en garantie à hauteur de 90%, c'est-à-dire 90% de 10% de 100 milliards, c'est-à-dire 9 milliards. Et ça, 9 milliards, l'État sait les trouver. Il ne les a pas, il sait les trouver par de l'endettement public. Et les banques seraient appelées, quant à elles, auraient une casse à hauteur de 1 milliard, ce qui est quand même pas neutre. Deuxième mesure, report de 6 mois, vous le savez, des échéances d'emprunt professionnels. Un gel des loyers et des factures d'énergie, un report sans pénalité des charges sociales et fiscales, et pour certains secteurs d'activité comme les CHR, certainement qu'on va arriver à un système d'annulation pur et simple de ces charges.
Euh, hop. Le fonds de solidarité qui va permettre donc aux TPE et notamment aux dirigeants de ces TPE de percevoir un minimum de revenus, hein, plafonné, je vous le rappelle, à 1 500 euros, et directement octroyé par Bercy. Et enfin, des mesures de chômage partiel, qui est le poste budgétaire aujourd'hui qui coûte le plus cher à l'État, puisque au moment où je vous parle, près de 55% des salariés du privé sont sous ce régime de chômage partiel indemnisé. Alors, ces mesures permettent évidemment à très court terme d'éviter la catastrophe, le naufrage du navire, et d'éviter surtout une succession et un flot impressionnant de dépôts de bilan et donc de liquidation d'entreprise. Donc cette mesure, elle était nécessaire, absolument nécessaire, mais elle ne sera certainement pas suffisante pour pouvoir permettre aux entreprises de financer leur sortie de crise. Donc ces effets ne seront pas durables, hein, ce qu'il faut retenir, et on s'attend, quand je dis on, hein, c'est la planète économique et financière, on s'attend à des dépôts de bilan importants au moment de la reprise qu'on ne sait toujours pas réellement dater, et on va voir pourquoi. La France donc rentre en récession, hein. On a commencé par dire qu'on ferait du -3, puis du -5. Bruno Le Maire a annoncé du -8 l'autre jour. Bon, je pense qu'on atteindra les -10% du PIB, ce qui est colossal. L'Italie à elle seule est à -15, hein, au moment où on parle. Donc voilà, une récession extrêmement importante. Et les spécialistes s'accordent pour dire que l'hypothèse d'une reprise lente et fractionnée, hélas, est l'hypothèse privilégiée pour plusieurs raisons. Lorsque les entreprises vont sortir, en fait, pour prendre une métaphore médicale, de cette perfusion, hein, les entreprises sont sous respirateur, en fait, de l'argent public aujourd'hui, mais pour quelques jours, quelques semaines au plus, lorsqu'elles vont sortir de cette perfusion, ce redémarrage économique sera marqué par une inertie d'abord, et qui va toucher principalement le secteur industriel. Pourquoi? Parce que là, on est en prise avec un outil de production extrêmement complexe à remettre en route, hein, après une longue période d'arrêt, de l'insuffisance évidemment de fonds de roulement qui va frapper notamment, et c'est notre propos aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, qu'elles soient coopératives ou pas. Pourquoi? Parce que le lot de ces entreprises de petite taille est une faiblesse de leur fonds de roulement, essentiellement par la faiblesse de leurs fonds propres, mais aussi par un manque d'endettement structurel, on va y revenir. Donc, l'autre obstacle sera la difficulté dans les organisations du travail, hein, les organisations humaines, parce qu'il va falloir réimpulser une dynamique après un événement traumatique et qui a un petit peu sclérosé, je dirais, les choses. Il va falloir remettre les femmes et les hommes au travail dans un contexte un peu compliqué, et y compris un contexte psychologique un peu lourd. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur d'autres facteurs de ralentissement, mais autant de facteurs qui vont ralentir, il faut s'y attendre, le retour à la normale. Alors en outre, on s'attend à une confiance assez affectée, aussi bien de la part des marchés, hein, aussi bien de la part des marchés professionnels que de la demande des consommateurs, attisée par un sentiment d'insécurité, à la fois personnel, mais aussi collectif, et donc nécessairement économique. Une lenteur de la reprise de la demande qui sera confortée, alors je ne vais pas rentrer techniquement dans ce débat, mais c'est important, il faut savoir que c'est un facteur qui va jouer contre une reprise rapide, c'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire la conjonction à la fois d'une croissance et d'une inflation nulle. La crise est en train de modifier, alors là pour du très long terme, et peut-être pour toujours, prétendent certains, les comportements et les structures du corps social. Alors c'est pas le but de mon propos aujourd'hui, mais soyons optimistes et essayons de voir ce que cette crise majeure pourra avoir de positif sur les effets à très long terme. Et peut-être que notre économie, nos fonctionnements, nos financements, nos comportements d'une manière générale, seront à tout jamais impactés et que là, l'occasion est belle, l'opportunité est belle, bien d'accélérer certains processus hein, qui étaient déjà en cours mais extrêmement lents. Je pense à la transition énergétique, je pense à la prise en compte du changement climatique et je pense aussi à l'impact que ça va avoir sur nos comportements individuels et collectifs.
J'ai retenu quelques axes importants. Les entreprises, pour ce qui les concerne, vont devoir réinventer, c'était le propos que je tenais lors des 2 dernières interventions, réinventer leur modèle stratégique, hein, avec de nouveaux paradigmes de consommation, sous le signe, en tout cas, de 2 facteurs importants, ce sont la frugalité, même si ça fait sourire, et la digitalisation. Hein. Ça va fortement impacter les modèles, quels que soient les secteurs d'activité, quelle que soit les tailles des entreprises. Il va falloir que ces entreprises intègrent aussi, sur le plan structurel, les nouveaux modes de travail. On a vu que le télétravail, c'était, par la force des choses, généralisé. On pense que demain, structurellement, il va falloir l'intégrer dans les organisations. Il va falloir que ces entreprises simplifient, sécurisent et relocalisent la chaîne logistique de façon à, d'une part, réduire l'exposition au risque et d'autre part, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et enfin, évidemment, accroître et peut-être accélérer ça, toutes les initiatives de décarbonation, l'inclusion sociale, mais aussi la transparence dans les gouvernances. Alors, pour survivre, les TPE, les PME, mais même les plus grosses d'entre elles, hein, qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, vont devoir renforcer leur fonds de roulement, notamment par une levée de dette à long terme, et si possible, concomitamment, par une consolidation de leurs fonds propres. Je fais une petite parenthèse spécifique pour les coopératives que je connais bien, dont la principale problématique est bien le renforcement de leurs fonds propres, puisque les SCOP et les coopératives de manière générale sont éliminées en fait de la sphère du capital risque, étant donné que seuls les investisseurs solidaires peuvent intervenir en haut de bilan. Les capitaux risqueurs ne peuvent pas intervenir du fait même de leur objet social, étant donné qu'une SCOP, une coopérative, ne pourra jamais servir une plus-value sur son capital, de par le fonctionnement de ses réserves impartageables. Enfin, je ne vais pas vous refaire un cours sur le statut coopératif, mais ça les prive en fait de pouvoir accéder à des financements de haut de bilan qui restent accessibles pour les entreprises dites classiques au demeurant. Donc, ce que j'ai écrit, la construction et la formalisation du projet stratégique de ces entreprises devient une nécessité absolue en vue d'appuyer la demande de financement. Et on va le voir dans le détail auprès des partenaires financiers. Alors, on a passé 2 heures déjà à expliquer quelle était l'importance et la méthode à suivre pour construire son projet stratégique. Aujourd'hui, on va démontrer qu'il est essentiel à l'appui d'une demande de financement, quelle qu'elle soit. Pour ça, donc, prenons le temps d'anticiper, passons quelques jours, quelques semaines peut-être, pour construire notre projet stratégique, le formaliser, le clarifier, de façon à ce que lorsqu'il s'agira de s'adresser à la planète finance, quel que soit l'étage de la fusée auquel on s'adresse, eh bien, on puisse présenter ce projet stratégique à l'appui de nos demandes de financement. Alors là, vous vous souvenez, ça c'est l'arborescence en fait du processus qu'on a exposé les 2 dernières fois, qui est la construction du projet stratégique. Eh bien, c'est l'ensemble de ce projet qu'il conviendra de présenter aux financiers au moment de la demande de financement.